Salut. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un nouveau format d'émission sur cette chaîne YouTube, qui est la mienne, dans un concept que j'ai appelé Miroscopie. Dans ce contexte, j'ai choisi 3 actus qui m'ont paru intéressantes durant ces derniers jours. Et voilà, et je vous les expose avec une petite analyse ou une petite critique, peu importe. Donc, si le sujet vous intéresse, sachez que ces émissions ne seront disponibles que sur la chaîne YouTube. Et donc, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, enfin, à mettre un j'aime en tout cas, et éventuellement à commenter, bien sûr. Alors, on commence avec le premier sujet qui est Radio Player France. Radio Player France se veut être le pendant de Salto. Donc, en gros, c'est tout plein de radios françaises qui se sont associées pour proposer dans une application, en fait, proposer leur propre écosystème. C'est un peu le Salto de la radio, quoi. Au lieu de développer leur application, ils ont pris, en fait, un squelette d'une autre app qui est développée par un éditeur qui s'appelle Cosmos et qui fait déjà des applications pour les radios, dans ce style-là, mais depuis plusieurs années. Du coup, en termes de budget, on peut dire que c'est gagnant-gagnant, quoi. L'appli, elle est sortie hier. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va l'installer, on va voir ce que ça vaut, hein, parce que quand même, il y a toujours des surprises dans ce genre de situation. Et du coup, je l'installe, bon an, mal an, et j'ouvre l'appli, et je tombe sur une interface, somme toute, on va dire, minimaliste, ce qui n'est pas un mal, au contraire. Mais, il y a toujours un mais. Eh bien, je tombe sur des boutons qui sont labellisés de manière un peu étrange. En tout cas, dans l'interface principale, on est censé avoir les radios, donc on les a. Et il y en a plein. Malheureusement, en fait, on sait pas sur quelle radio on tombe. Donc on a plein de boutons. Jouer. Donc t'appuies sur jouer, tu sais même pas sur quoi tu tombes. Après tout, pourquoi pas, hein. C'est un concept comme un autre. Mais malheureusement, eh bien, c'est un échec en termes d'accessibilité, quoi, déjà, pour commencer. Je me dis, allez, on s'arrête pas là. Peut-être que, au final, il y a quelque chose de plus. Cette application-là, elle propose non seulement les radios, mais également les podcasts. Donc, je me dis, pourquoi pas, après tout, hein. Parfois, la centralisation, elle a des bons côtés, quoi. J'appuie sur un des podcasts, le podcast se lance. On a un peu de mal à savoir, en fait, à quelle date il correspond, le podcast, donc c'est un peu bizarre. Le seul moyen que j'ai trouvé, potentiellement de choisir les radios, c'était en appuyant sur les catégories, parce que si on fait défiler les boutons jouer là, au bout d'un moment on arrive sur une zone où il y a des catégories, et là on peut choisir hit, généraliste, information et tout ça, et là on peut choisir les radios du coup plus facilement pour nous avec VoiceOver en tout cas. Donc on va dire que c'est moins pire que Salto, parce que on peut interagir avec l'appli d'une certaine manière, mais bon, c'est pas non plus la panacée, quoi. Deuxième sujet, la banque postale. Ah, la banque postale, la banque citoyenne. On a l'impression qu'elle ne se soucie pas vraiment des personnes avec un handicap, et surtout avec un handicap visuel. Depuis que iOS 14 est sorti, en fait, le clavier virtuel vocalisé de la banque postale, parce qu'en fait, ils ont tous ces banques-là, toutes ces banques, en fait, elles prétendent combattre le piratage, préserver la sécurité de leurs clients, n'est-ce pas? Donc on met des claviers virtuels vocalisés avec des chiffres dans tous les sens pour que tu puisses pas taper ton code de manière efficace, on va dire. Il faut que tu galères à balayer pour trouver les bons chiffres, tout ça. Donc c'est des claviers vocalisés depuis septembre 2020 à peu près. iOS 14 a cassé l'accessibilité du clavier vocalisé, du clavier virtuel de la banque postale. Ils ont modifié certaines spécificités du système, et notamment au niveau du codec, de la gestion des codecs dans iOS. Donc, ce qui fait que la banque postale ne peut plus se servir de certains éléments d'iOS. La banque postale ne s'est pas donné la peine de mettre à jour son appli de manière à supporter les spécificités d'iOS 14, en gros. Sur le plan de l'accessibilité, en tout cas. Pendant tout ce temps, le clavier virtuel ne fonctionne pas, donc on peut pas l'utiliser quand on est aveugle. Le seul moyen d'utiliser, c'est de demander à une personne voyante de taper le code à notre place. Donc en termes d'autonomie,
ben c'est zéro pointé quoi. Sans parler du clavier virtuel vocalisé sur Mac, etc. On n'en parle même pas. Hein. Donc jusqu'à présent, le meilleur moyen était de demander à une personne voyante d'activer, de passer le câble du clavier vocalisé là et de se connecter et ensuite d'activer la reconnaissance biométrique de manière à pouvoir gérer l'authentification sans l'aide de personne. Donc il y a eu une mise à jour hier de la Banque Postale qui est sortie, qui a rendu accessible le clavier virtuel vocalisé, mais attention, il y a une petite surprise avec l'accessibilité du clavier virtuel, c'est que déjà après la mise à jour, tous ceux qui ont activé Face ID ou Touch ID se sont vus déconnectés de l'appli, enfin supprimer l'authentification biométrique en fait. On est obligé de se réauthentifier à la mano, mais il y a un mais, comme d'hab, c'est que nos chers amis de la Banque Postale ont certes remis la vocalisation du clavier virtuel, mais quand on appuie sur les boutons du clavier virtuel, eh bien, la surprise est de taille puisque ça ne valide pas les éléments. Au lieu de taper son code de banque, en fait, on se retrouve à taper autre chose. Donc voilà, c'est un peu le Kinder Surprise, en fait. T'ouvres la boîte, tu vois, tu casses l'œuf, tu ouvres, et tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Donc c'est un peu... voilà, c'est la folie totale. Donc, le bon côté des choses, c'est que le clavier virtuel vocalisé est de retour, et il est de retour aussi sur Mac, après presque 2 ou 3 ans d'ailleurs, ou je sais même pas. Donc là, pour le coup, on peut s'authentifier de nouveau sur Mac. Il parle aussi sur iOS et sur l'iPhone. Mais pour l'application iOS, l'authentification est très, très, très délicate. En fait, on est obligé de demander à une personne voyante, encore une fois. Au-delà de ce clavier virtuel vocalisé, on a la déconnexion le débranchement de la biométrie. Et même si on le réactive, une fois qu'on relance l'appli, en fait, ou une fois sur 2, une fois sur 3, la biométrie est désactivée par l'application. Donc voilà. Alors, on attend le prochain épisode de la Banque Postale. On sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont résoudre le problème? Ou est-ce qu'ils vont encore casser le clavier virtuel vocalisé? Suspense. La dernière actualité que je souhaitais évoquer dans cette Miroscopie première du nom, c'est un éventuel remake de The Last of Us. C'est une histoire qui a débuté un peu bizarrement, parce que il existe un studio qui s'appelle Sony San Diego. C'est un studio un peu dans l'ombre, qui s'occupe de peaufiner plutôt les jeux pour les autres studios first party de PlayStation. Et ils se sont dit, ce studio-là, il s'est dit, tiens, on aimerait bien, plutôt que à chaque fois de venir au secours des autres studios pour peaufiner les jeux, nous on aimerait bien faire quelque chose de nous-mêmes. Donc on aimerait bien faire un remake. Donc ils avaient essayé avec un autre jeu qui s'appelait Uncharted, mais Sony a refusé au bout d'un moment. Donc ils se sont rabattus sur un plan B. Ils ont dit tiens, on va faire Last of Us qui est moins vieux puisqu'il date de 2013 sur la PlayStation 3. Et on va le remettre au goût du jour parce qu'un remake en fait c'est une remise au goût du jour, c'est une réactualisation du jeu de manière à ce qu'il puisse tourner sur la PlayStation 5 comme si c'était un jeu natif de la PlayStation 5. Donc Sony les a laissés faire dans leur coin et sans vraiment réagir. Sauf que il y a eu un changement dans les équipes de Sony, il y a eu un chamboulement complet de la partie studio en fait de Sony. Il s'avère que le nouveau boss des studios Sony a refusé en fait le remake de Last of Us parce qu'ils avaient quand même pas mal avancé. Il leur a dit bah attendez, ça coûte super cher, pourquoi les autres remakes ils ont pas coûté aussi cher? Donc Sony San Diego s'est défendu en disant que c'était parce que on utilisait un nouveau moteur graphique et que du coup il fallait que ça coûte forcément du fric quoi pour que ça soit vraiment super joli et tout ça, les aventures de Joël et Ellie quoi. Mais ça n'a pas convaincu notre cher Herman qui est le directeur des studios Sony depuis quelque temps et donc ils ont refusé. Ils ont carrément mis le projet en stand-by. Studio San Diego s'est pris encore une autre claque, quoi, du coup. Ils se sont dit, bon, finalement, on va continuer à faire du peaufinage pour les autres, et puis nous, on fera rien. Mais il y a eu un rebondissement, parce que au début de 2020, en fait, Naughty Dog avait du mal avec The Last of Us 2,
Ils galéraient parce qu'ils étaient vachement en retard et ils avaient du mal dans certains niveaux du jeu pour le finir. Et du coup, Sony a dit à Sony San Diego, le studio Sony San Diego, de venir prêter main forte à Naughty Dog. Donc ils les ont aidés, tout ça. Naughty Dog a pu sortir The Last of Us 2 en juin, comme comme vous le savez. Sony San Diego s'est dit, on va reprendre le développement on va poursuivre le remake de The Last of Us, premier du nom. Sauf que Sony ne l'entendait pas de cette oreille. Ils se sont dit, non. Nous, on va envoyer des gens de Naughty Dog venir vous aider plus tôt. On va faire l'inverse. C'est Naughty Dog qui va venir en renfort pour vous aider dans votre remake de The Last of Us. Il s'est avéré que Naughty Dog a pris le contrôle en fait du jeu, enfin du remake, et que finalement Sony San Diego s'est retrouvé à faire du soutien et du renfort dans leur propre projet et chez eux en plus. Donc c'était un peu folklorique. Voilà. Donc a priori c'est toujours d'actualité et du coup le remake va probablement sortir sur PS5 en plus de je sais pas ce qu'ils sont en train de faire sur The Last of Us 2, mais sûrement qu'ils vont le sortir aussi pour la PS5 avec un mode multijoueur ou je sais pas, un pack tout en un, Last of Us et Last of Us 2 pour la PS5, version PS5 ou je sais pas, on verra bien. Je vous en parle en fait, c'est parce que moi ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que Naughty Dog a repris le contrôle du remake en fait. Et ça veut dire potentiellement que s'ils le mettent ils le remettent au goût du jour et qu'ils le rendent compatible avec la PS5, avec tout ce qui concerne la PS5 en termes de jouabilité et tout ça, on ne peut pas exclure que l'accessibilité qui a été introduite dans The Last of Us 2 soit introduite dans le remake de Last of Us. Voilà, dans le jeu de 2013, mais en version 2021. Donc c'était voilà ce qui m'a donné envie de vous en parler dans cette Myroscopie première du nom. On sait pas où ça va nous mener tout ça, peut-être que je me trompe, peut-être qu'au final il y aura pas d'accessibilité dans le remake, mais vu que Naughty Dog a repris le contrôle et que maintenant c'est eux qui pilotent le projet, je me dis que pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient sur une si belle lancée quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne réinjecteraient pas un petit peu d'accessibilité et beaucoup d'accessibilité même je dirais dans The Last of Us pour la PS5? À suivre.